J'ai vu une dame, alors au début je ne savais même pas que c'était une dame, une personne vêtue de rouge. Vêtue de rouge, tomber, elle est affaiblie, tomber. Et je vois un gendarme, un coup de matraque et un coup de pied en direction de cette dame. Je le vois mettre un coup de pied à la femme, à cette dame au sol. Et je le cible pas par hasard, c'est lui. Non, c'est lui. lui, c'est lui. Moi, pour moi, le plus faible, on le défend. On reste pas devant à le regarder. C'est pas possible. Je savais très bien qu'ils allaient me faire mal. Je savais très bien qu'ils allaient me faire mal, donc il fallait que je récupère mes enfants. Il fallait que je les protège. Il fallait que je trouve ma défense. Et après, j'allais me rendre, c'est tout. Parce que moi, j'ai pas d'avocat, j'ai rien. Voilà. Ouais. C'est un garçon que j'ai eu très jeune, ouais. Irréprochable. Ouais. C'est un sportif de nous, et je tiens à signaler quand même que notre sport, on l'appelle ça le noblard, ouais. Et que c'est un garçon qui respecte tout à fait le noblard et les valeurs de la vie. Ouais. Ce garçon-là m'a surpris, pourquoi? Parce que c'est pas Christophe Détinger que je connais, que j'ai vu. Ouais. Donc, il y a eu un élément déclencheur que je ne savais pas, que j'ai su cette nuit. On m'a téléphoné en me disant, voilà, le boxeur m'a défendu, et c'est pour ça il y a une femme qui a été agressée par les CRS. Je vous relate les faits que la femme m'a dit. Donc moi, je lui ai dit, madame, c'est bien, ben, on va prendre contact avec l'avocat de Christophe, parce que moi, j'ai pas réussi à le joindre, Christophe, bien sûr. Oui. Mais s'il peut m'entendre là, je lui conseille fortement de se rendre. Oui, parce qu'il n'a pas été arrêté, interpellé. Oui, avec son avocat, et qu'il puisse s'expliquer, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, mais quelle image on donne à ce garçon? Vous voyez, il était là quand même, hein, au moment de la manifestation. Comme tous les gilets jaunes. Oui. Hein, il était là, il a le droit de revendiquer aussi ses moyens. Tout à fait. Justement, je ne comprends pas un homme qui a été à ce niveau, qui a été champion de France, donc qui maîtrise son sport. Oui. Son art, on dit la boxe c'est un art. Oui. Bon, ulcéré, bon, il fait le coup de poing. Bon, c'est déjà condamnable, mais qui continue à frapper le policier à terre avec les pieds, c'est là où, pardonnez-moi, mais il perd le contrôle de lui-même. Il le perd. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je vous dis qu'une femme m'a prévenu, comme quoi entre guillemets, il l'a sauvé. Il a dû péter un plomb, à mon avis. C'est la seule. Parce que Christophe, c'est pas lui. À l'époque, tu avais vu ce passage à la télé? Non. Non. Non, je l'ai pas vu sûr. C'est important ce soutien à ce moment-là. Ils n'étaient pas nombreux en plus, ceux qui te défendaient. Comment tu as réagi? Est-ce que tu l'avais vu après coup cet extrait? Je l'ai vu, mais je l'ai vu quand sortant de prison. Et t'en as pensé quoi quand tu as vu ça? Jackie, c'est quelqu'un d'honnête, Jackie. Hein. C'est une personne honnête, il a toujours été honnête. Ce qu'il dit, ouais. Tu te retrouves beaucoup plus dans ces mots-là que dans les autres. Bien sûr. Jackie me connaît depuis que je suis gamin. Ouais, il y a eu un élément déclencheur, voilà. Et voilà, oui, c'est après tout de suite ils se servent, voilà, après faire du journalisme, des mecs comme ça, ils sont là pour nous pourrir, ils sont là pour nous, voilà, parce qu'on sait pour qui ils travaillent aussi. Et voilà, mais ce que Jackie dit est réel, voilà. Tu as pas vu cet extrait sur le moment? Il parle qu'il te conseille de te rendre. Ouais. Et ne pas te rendre, ça n'a jamais été une option. Bah non, bien sûr que non.
Pourquoi je vais cavaler, moi? Je suis pas un repris de justice, je suis pas un criminel, je suis un citoyen, je paye mes impôts, je travaille, jusqu'à maintenant, j'avais des bonnes recommandations de tout le monde. Je m'occupais d'enfants dans le baby box, je faisais de la boxe loisir, j'avais une équipe de seniors. Euh, voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants. D'ailleurs, les enfants à ce moment-là, ils étaient chez toi ou tu les avais mis, tu parlais tout à l'heure de mettre ta famille à l'abri, tu les avais passés ailleurs que chez toi? Je les ai pas mis chez moi parce que je savais très bien qu'ils allaient débarquer. Ils sont arrivés à 50, ils ont tout cassé chez moi. Voilà. Ils sont arrivés avec des mitraillettes. Ils ont tout retourné ma maison. Ils ont tout éclaté. Ils ont cassé la porte d'entrée, la porte de derrière. Ils ont tout fracassé. Ils ont fait une perquise sale, une très belle perquise sale. Ouais. Ouais. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, donc j'ai jamais pu m'approcher d'un avocat pour quelque raison. Euh, donc il fallait que je trouve un conseil, une personne qui était capable, des gens qui étaient capables de me défendre sur ça. Parce que là, on voyait très bien que ça partait loin. On voyait très bien que ça partait loin. Donc, je me suis vu en boucle, en boucle et en boucle, entre le samedi et le dimanche. Je passais, ce qui paraît, une fois on m'a donné des chiffres, ils sont réels, pas réels, je sais pas, mais on m'a dit que j'étais passé 890 fois sur dimanche sur BFM. C'est pas pour retourner le ciboulot aux gens. Voilà. Donc tu décides de faire cette fameuse vidéo, tu vas t'expliquer. Est-ce que tu veux la revoir ou pas? Ouais, on peut. Ouais. Allez. Cher ami Gilet jaune, voilà, je me présente, détective Christophe. C'est moi la personne qui a affronté les CRS de samedi 5 janvier. Je voulais vous présenter les choses comme je le sens. J'ai participé aux 8 actes. Le premier acte, j'ai fait un petit blocage sur la nationale à côté de chez moi. J'ai fait toutes les manifestations du samedi sur Paris. J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des retraités se faire gazer. J'ai vu plein de trucs. Moi, je suis un citoyen normal. Je travaille. J'arrive à finir mes fins de mois. Mais c'est compliqué. Mais je manifeste pour tous les retraités, le futur de mes enfants, les femmes célibataires, tout ce qu'on manifeste. Voilà, je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune. J'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne nous montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda. Je suis un Français. J'aime mon pays. J'aime ma patrie. J'aime tout. Maintenant, c'est sûr que à force de se faire taper, ben oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS. Je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Et voilà. Voilà. Je voulais vous dire ça. Je me rends demain matin, je me rends en garde à vue. S'ils n'ont pas chopé avant, j'espère pas. Et peuple français, gilet jaune, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois que tu l'as fait le dimanche, la vidéo. La vidéo, je l'ai fait le dimanche. Je l'ai fait le dimanche et je demande à mon entourage de la diffuser au moment que je mets le pied dans le commissariat. C'était important pour toi de t'exprimer avant de te rendre?
C'était important sur le principe où que je voyais le samedi soir, le dimanche, je voyais des saloperies sur moi. Je voyais, ils ont inversé les images pour choquer, pour choquer les gens. Ils ont inversé, donc ils mettent la scène des coups de poing en premier, et après ils mettent la scène des coups de pied. Ils mettent les gants coquets. Voilà, le boxeur, le gitan. Voilà, ils mettent un panoplie de choses que, ouais, pour me pourrir, pour me salir. Donc fallait que je, voilà, bon là à ce moment-là, je suis fatigué, hein. J'ai pas dormi de la nuit. Ça travaille en petit boulot. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et comme je te dis, toi, c'est vrai que je parle même pas de Gwenaël Daman Rouge. Parce que, comme je te dis, pour moi, je, comme Jackie pouvait dire auparavant, j'ai mon élément déclencheur parce que je sais qui je suis. Je suis pas quelqu'un qui fracasse pour le plaisir. C'est jamais de la vie. Maintenant, j'ai toujours défendu le plus faible. Et, et, et voilà. Et c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'arrive en garde à vue que j'arrive à me remémoriser tout parce que j'ai le temps. Là, je suis encore dans ma vidéo, je suis encore dans le speed. J'ai toutes les polices de Paris derrière moi. Ouais, c'était pas simple, hein. Ouais, ouais, j'ai eu la coulante tout le week-end. Ouais. Je peux pas croire. Dans cette vidéo, tu implores les Gilets jaunes de continuer à se battre pacifiquement. C'est important pour toi de parler de pacifisme? Ouais, pacifiquement, ouais. Pourquoi? Pacifiquement, parce que moi, parce que, parce que, parce que, parce que, comme je dis, ce mouvement, déjà, ce mouvement social, il est pour des gens qui sont déjà affaiblis. On est déjà matraqués du matin au soir par les petits salaires, par les impôts, les taxes, remplir le frigo. Ce mouvement, il a pas les moyens de se battre, de se battre dans l'agressivité, dans ça. Et puis déjà, on vit dans une démocratie à la base. On n'est pas là pour combattre. On n'est pas là pour combattre. On combat quoi? C'est une dictature. La dictature qu'on combat. Ouais, c'est quand il y a plus de justice, quand il y a plus, quand on peut plus rien faire. Maintenant, dans un pays démocratique, on est censé pouvoir donner son avis, son opinion, et c'est à eux, on les paye pour qu'ils travaillent là-dessus. C'est à eux de trouver des solutions. La seule solution qu'ils font, c'est nous éclater, nous bousiller. Voilà. Donc oui, pacifiquement, parce que c'est le chiffre dans la rue, c'est le monde dans la rue, et pacifiquement, c'est un mouvement social, comme je le répète, on aurait été des millions dans la rue. On aurait été des millions. Je- euh, et, et voilà, et à nous matraquer, à nous bousiller, à nous flinguer, voilà, ils ont réduit le mouvement. Ils ont réduit. On te sent d'ailleurs très ému quand tu parles des Gilets jaunes, lorsque tu leur as dit ne lâchez pas le combat. Est-ce que tu te rends compte que tu leur as donné une grande force? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Quand je fais ma vidéo, non, parce que je m'attendais pas, moi, à ça. Mais oui, après, j'ai pu me rendre compte, je me suis rendu compte que oui, j'ai été comment dire, un symbole, le symbole à ce moment-là. Tu vois, puis moi, je l'ai pu le voir avec tout le soutien que j'ai pu avoir. Ça se passe comment ensuite? Le jour où tu te rends, comment tu te sens avant de rentrer dans le commissariat? C'est quoi ton état d'esprit? Et puis tu t'attends à quoi une fois que tu vas franchir la porte du commissariat? Bon, déjà, pareil, j'ai eu la chance, je suis rentré avec un certificat médical, quand même. J'ai voulu me protéger. Qui disait quoi? Qui disait que j'avais bon, des petites brûlures sur le visage à cause de la lacrymo, des petits petits coups de confat que j'ai eu dans les échanges, mais que physiquement, je n'étais pas esquinté. Voilà. Je,
j'avais eu moi des échos de ma maison, de ma perquise. J'ai dit, oh, ils m'en veulent, ils sont en colère. Donc j'avais peur pour mes côtes, on va dire. Donc voilà quoi. Ça te doutait déjà que tu risquais de ne pas ressortir tout de suite une fois que tu rentres dans le commissariat, ou est-ce Oui, que tu bien sûr. espérais pouvoir en ressortir? Non, non, mais je me doutais, hein. Je me doutais, je me doutais que vu comment la proportion que ça avait pris, qu'ils allaient me garder. Déjà, bon, ça, j'avais eu les conseils, les informations par mon conseil. Maintenant, sur une affaire de justice quelconque, j'aurais dû ressortir et être jugé après. Mais bon, là, on savait très bien que ça partait loin. Ça partait d'une autre dimension, hein. Puis une affaire de justice, c'est une affaire d'État. Comment ça s'est passé ta relation avec les policiers à ce moment-là, dans le commissariat? Les regards très compliqués au début. Très compliqués. Maintenant, après, garde à vue, moi, tu me mets en garde à vue, je suis un mec, moi, j'embête personne, moi. Moi, tu me poses là, j'hiberne. Voilà. Pourtant, c'est pas ma nature, hein. Je suis toujours quelqu'un qui bouge, quelqu'un actif, tout ça. Mais après, aussi par rapport au bienfait de la boxe, où on sait garder sa patience à un moment donné. Voilà, qu'il faut attendre. Il faut attendre. Ça, c'est les compétitions, les combats. Donc voilà. Par rapport à ça, oui, c'est sûr que moi, ça a été mon dernier combat, ce combat. C'est mon dernier combat. Voilà. Il est là, mon dernier combat. Et tu dis au début c'était compliqué. Après, ça c'est un peu. C'est compliqué, puis après avec les échanges, avec les échanges, ils ont très bien vu que moi, j'ai le souvenir des flics, des BRI, qui m'ont pris mes téléphones, ils m'ont tout pris. Donc j'avais le téléphone pro, j'avais le téléphone perso, ils ont pris les ordi, tout ça. Puis bon, ils ont fait leurs enquêtes. Ils m'ont dit, mais t'es un mec quelconque. Je dis, ouais. Il dit, à la télé, c'est qui là? Il dit, ce qui passe à la télé, les ordres qu'on a, nous on va chercher des terroristes, pas un mec comme ça. C'est un mec quelconque. Je dis, ouais. Vous voulez un café, les gars? Ouais, mais c'était ça. Ouais, mais c'était ça. Voilà, donc voilà quoi. Et en gros, mec, tu vas payer. Tu fais combien d'heures de garde à vue? Je crois que je fais les. 48. Ouais, je sais pas, je me rends le lundi 7 et je passe en comparution immédiate, je crois, le 9. D'accord. Ouais, le 9. Et après la comparution immédiate, donc du coup, tu vas être placé en préventive. Ouais. Donc tu vas être transféré, tu vas aller dans quelle prison? Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis? Ouais. Tu avais fait une première demande de remise en liberté qui n'avait pas été acceptée. Ouais, qui n'a pas été acceptée, alors que ça aussi, c'était pas normal. Parce que j'ai aucun antécédent, je travaille, j'ai 3 enfants. C'est pas logique. C'est pas logique. Légalement, si on prend les réels textes de loi au niveau pour ces trucs comme ça, je me suis rendu, c'est pas pour me sauver, hein. Sinon je me serais jamais rendu, hein. Voilà quoi. En restant dans le secteur, j'ai réussi à pas faire ce que je voulais, mais bon, j'ai réussi à me faufiler. Et maintenant voilà, j'ai pas envie de vivre cette vie-là. Maintenant, si je voulais réellement, je disparaissais. Maintenant, après, moi, j'ai mes enfants, ils ont besoin de moi. Donc, on revient sur ton transfert en prison en préventive. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée, ton premier jour dans l'univers carcéral? Comment tu te sentais psychologiquement à ce moment-là? Alors, je suis arrivé donc à Floride, je suis arrivé dans une aile où que c'est les gens assez VIP, des gens qui peuvent pas être avec tout le monde, avec tous les détenus, on va dire communs, ensemble, voilà. Et en fin de compte, il a fallu que je sois une grosse semaine en surveillance. Donc je me suis retrouvé réellement tout seul. Surveillance, ça veut dire quoi? En surveillance pour pouvoir analyser mon comportement, pour pouvoir m'intégrer à un groupe. Donc ça, c'était long. La première semaine était longue parce que mes avocats, j'ai mis longtemps à les voir. J'ai pas pu les voir tout de suite. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a un problème. C'était la première fois qu'ils voyaient ça, eux aussi. C'était bizarre. Et donc j'ai mis du temps à les voir. Donc tu te retrouves un peu seul. Tu sais pas ce qui se passe. Le seul truc que tu vois,
c'est à la télé, et bah voilà, c'est pas les... Tu avais la télé quand même dans ta cellule? Ouais, j'avais la télé, c'est pas les bonnes infos, on va dire. Et pas de courrier, pas de parloir. Interdit de courrier, interdit de parloir. Non, non, mais le temps que ça arrive. D'accord. Le temps que ça arrive, voilà quoi. Et donc les premiers jours étaient très compliqués. Voilà. Tu sais pas ce qui va être ton futur. Le procès donc n'étant toujours pas là. On sait pas comment on va être cuisiné, tout ça. Et après, un jour, un parloir, les avocats, les courriers. Et puis bon là, ouais, un élan de motivation, et voilà. Et ouais, et c'était bien. Une fois que tu sors de cet isolement, de cette surveillance, comme tu as dit, tu venais de te rendre à la police, toute la presse parlait de toi. J'imagine que ton arrivée a dû provoquer un certain remous au sein des murs oui. de la prison. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport aux autres prisonniers? Comment tu as été accueilli? Positivement. J'étais... Concrètement? Bah, on voit sur les images, hein, je tape de gendarmes. Donc sur les gens qui sont en incarcération. Mais ça s'est matérialisé comment? Comment tu as senti qu'ils étaient contents de te voir arriver, si je puis dire? Ah bah le peu de fois que je suis sorti de ma cellule, c'était pour donc on avait vraiment un couloir où on sortait que groupe par groupe. Donc moi j'étais intégré sur un groupe de 3-4 personnes. Sinon après je voyais personne d'autre. Après c'est juste quand j'allais au parloir. Quand j'allais au parloir, je traversais les couloirs, je descendais les étages. Donc là je voyais les gens, les incarcérés en commun. Et voilà, bah, c'était un match de foot, Paris-Marseille. C'est-à-dire? Un gros brouhaha, c'était ouais, boxeur, 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 ouais, quoi, c'était, ouais, Ouais, c'était fort. Ouais, c'était fort, c'était fort, c'était fort, ouais. Tu t'es senti accueilli, du coup? Je me suis senti accueilli, donc voilà, maintenant, après, voilà, l'acte en lui-même, ouais, je l'ai fait, tout ça, maintenant, après, c'est vrai que, bon, c'était fort. C'était fort, et d'un côté, des fois, je me dis que c'était pas plus mal que je sois, même moi de mon côté, isolement, parce que ça aurait été dur à vivre ça tous les jours, quotidiennement. Voilà. Donc pareil, les premiers jours, bon, les surveillants, donc les matons, comme on dit, me connaissaient pas. Ils connaissaient que l'individu qui était décrit à la télé, donc toujours un peu compliqué. Tu réservé un traitement spécial? Non, 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 ça a été. Non, non, ça a été. J'ai toujours eu des bonnes relations. Parce que je suis quelqu'un qui respecte les règles, comme on peut dire auparavant que je les respecte pas. Je les respecte pas, moi, pourquoi je respecte pas? Moi, ce que je respecte pas, moi, le respect, je le donne à tout le monde. Je le donne à un petit, je le donne à un enfant, je le donne à un vieux. Maintenant, celui qui me respecte pas, je le respecte pas. Voilà. Pour moi, un respect, il est mutuel. Donc, mais moi, maintenant, après, j'arrive dans un endroit, il y a des règles. Je vais pas faire mon malin. Je respecte les règles, hein, c'est tout. Donc moi, j'ai jamais frappé, j'ai jamais sonné, j'ai jamais fait chier les matons. Et voilà quoi. Moi, il y a même des matons, une fois où c'est arrivé, où que j'avais le droit à ma sortie, le maton, il vient me voir, putain, il me dit, il fallait sonner, Christophe. Il me dit, on a oublié la promenade. Bah, je dis, moi, pour moi, t'étais occupé, t'avais d'autres choses à fouetter, donc bah, je dis, c'est pas grave. Voilà. Ah ouais, bah ouais, tant pis. Sympa. Voilà. T'as le droit à combien d'heures de promenade par jour? On avait le droit à 2 sorties. Une le matin, une le soir, d'1 heure. 1 heure, d'accord. 1 heure ou 1 heure et demie. Mais alors, la première semaine, je ne les ai pas faites, hein. J'ai fait que la première. Et quand je me suis retrouvé seul dans la promenade qui fait 8 mètres sur 4, béton, grillage au-dessus, c'est du béton, il fait froid. J'ai pas encore de vêtements. Je n'ai pas encore de vêtements. J'ai juste un caban, mais un caban de soirée. Donc quand ils sont venus à la perquise, ils ont cru que c'était mon caban. J'étais venu avec ça à la manif, avec mon caban de soirée. Ah, ils sont bons. Ah, ils sont bons, ils sont forts. Belle enquête. Ouais, super. Ouais. La deuxième, c'est juste un scandale, quoi. Enfin, c'est comme ça que sont aussi traités nos collègues depuis... Il y a 2 gendarmes blessés. Il y a 2 gendarmes blessés, dont un qui a 15 jours d'ITT. Et on les écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Il savait où il frappait, et il frappait à pleine puissance, si je puis dire. Et c'était tapé pour vraiment faire mal, voire tuer s'il pouvait. Ça aurait pu être bien plus grave, il suffit qu'on tombe au sol, après ils nous jettent, parce qu'on était au-dessus de la Seine, donc ils nous jettent dans la Seine. Avec l'équipement, impossible de nager, on coule automatiquement. Ils font du maintien, je sais pas moi, leur boulot c'est du maintien de l'ordre.
ça peut choquer. Ça peut choquer de voir un mec d'un 90 kilos arriver, les mains levées et mettre des coups de poing. Mais je pense qu'il y a plus dangereux que moi. Je retourne en garde à vue, je retourne dans cellule. Et là, à la deuxième audition, entre-temps, Gwenaël avait surgi. Bonjour, Gwenaël. Donc je suis là sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre au sol sur le pont. Le policier n'arrivait pas à arrêter son collègue qui était déchaîné. Et M. Didier est arrivé, a pris le policier et l'a enlevé de moi, des coups que je recevais. Donc il m'a sauvé parce que sinon j'y passais à cause de mes poumons. Si ce monsieur-là, j'aurais poussé, j'avais dit à son gendarme, un collègue à lui essayait de le faire, comme par rapport au témoignage de Gwenaël. Moi, si j'avais dit, monsieur, ce que vous faites, c'est pas bien. Je me serais juste fait matraquer et puis c'est tout. Tu vas avoir droit à l'honneur suprême de voir le président parler de toi. Je cite, le boxeur, la vidéo qu'il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Ça veut dire quoi ça? Ce ne sont pas les mots d'un gitan. Mais j'ai pas réellement compris. Oui, j'ai pris ça pour une insulte de ses propos. Acte 8, 5 janvier, masse de flics, Paris quadrillé. Les tournesols divers sont par milliers à chercher le soleil dans les beaux quartiers. Une force inconnue nous pénètre. Cela fait 8 semaines qu'un peuple se réveille, que les boulevards s'égayent. L'histoire se répète, elle se mange une droite. L'histoire bégaye, tes pans heurtent des casques et des boucliers. De ceux qui nous matraquent sans sourciller. Au milieu de ces grenades égoupillées, tu frappes pour tous ceux que l'histoire a oubliés. Pour tous les humiliés, c'est les mutilés. Tu nous fraises un chemin à la force de tes poings. J'entends du raffut, mais j'étais loin. Le peuple a tout vu, le peuple est témoin. L'écho de tes coups résonne dans nos mémoires. Il s'amplifiera dans les couloirs de l'histoire. Les gilets jaunes t'honorent, je sculpte ton cri. Une statue sonore, il faut croire que c'est écrit. Les monuments du peuple sont dans son cœur. Et dans ses luttes, et dans ses silences. Dans mon cœur un titan qui boxe en silence, repoussant les ténèbres. Un boxeur gitan, une gerbe de mots, une strophe d'étincelles. Pour Christophe d'Étain, j'ai fumigène éternelle dans la beauté d'un geste. J'espère qu'ils ne t'ont pas trop éreinté. La presse n'y voyait que descendre. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tu as soufflé sur les braises d'un mois de décembre. Tu l'as dit, les plus faibles, on les défend. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.